Allez, vous m'entendrez régulièrement parler de qualité sur la chaîne, notamment via mon Quality Score. Alors, pour que l'on puisse bien parler le même langage, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour que vous puissiez bien comprendre les critères de qualité que je recherche dans la sélection de mes actions, avec quand c'est possible les indicateurs associés. Allez, j'étais un peu long dans mes dernières vidéos, donc on va essayer d'aller un peu plus vite cette fois. On attaque tout de suite avec le premier critère, qui est d'ailleurs un critère gros pour commencer, avec la croissance organique des revenus. Je veux des entreprises qui font évoluer leurs revenus grâce à la force des produits ou des services via une croissance organique forte. C'est le signe que l'entreprise répond à un vrai besoin du marché, et c'est encore mieux quand elle arrive à gagner des parts sur ses concurrents. On aura ASML qui est un super exemple pour ça, avec un quasi-monopoly sur le marché mondial de la lithographie. En deuxième critère, la diversification des revenus. Je ne veux pas d'entreprise qui dépendent d'un seul produit, d'un seul client ou d'un seul pays. Il suffit qu'un seul client parte, que le marché se retourne, et c'est tout l'édifice qui s'écroule. Je recherche donc des entreprises qui ont plusieurs cordes à leurs arcs, une diversification intelligente, que ce soit par produit, par segment de clientèle ou même par géographie, rendra l'entreprise beaucoup plus résiliente face aux imprévus et surtout de nombreux relais de croissance. En numéro 3, on a la croissance du flux de trésorerie, le cash flow. C'est l'argent qu'il reste vraiment dans les caisses de l'entreprise une fois qu'elle a tout payé, y compris ses investissements pour maintenir et développer son activité. Une entreprise qui génère un flux de trésorerie croissant et abondant a les moyens de ses ambitions. Elle peut investir, réduire sa dette, verser des dividendes ou racheter des actions. Impossible de battre Mastercard à ce petit jeu. En numéro 4, la marge opérationnelle. Cet indicateur nous dit à quel point l'entreprise est rentable sur son cœur de métier. Une marge opérationnelle élevée et si possible encore mieux en expansion signifie que l'entreprise a un fort pricing power. Elle peut imposer ses prix à ses clients sans qu'ils aillent voir ailleurs. Cela dénote souvent un avantage concurrentiel durable, une marque forte, une technologie unique, bref, un moat, le fossé qui la protège de la concurrence. Une société comme ASML a 15 ans d'avance sur ses concurrents. En numéro 5, une forte rentabilité des capitaux employés, le ROCE. C'est sûrement mon indicateur préféré. Il mesure l'efficacité avec laquelle une entreprise utilise l'argent qu'elle injecte dans son business pour générer des profits. Un ROCE élevé et constant, disons au-dessus de 15 ou 20%, est le signe d'un business exceptionnel. C'est une machine à cash qui sait allouer son capital de manière très intelligente pour créer de la valeur. En 6, je recherche des business naturellement vertueux avec un faible capex. Pas besoin de réinvestir des sommes colossales chaque année pour rester dans la course. On parle d'entreprises asset light. Pensez aux entreprises de logiciels, aux financières, aux entreprises de services tech. Leur croissance ne nécessite pas de construire des usines ou d'acheter des équipements de production. Par exemple, j'aime bien investir dans des sociétés qui n'ont pas besoin d'avoir des boutiques ou des locaux physiques un peu partout en ville. Pensez aux chaînes de restaurants, aux boutiques de vêtements par exemple. Toutes ces enseignes vont devoir acheter des locaux, les entretenir, embaucher des salariés. Tous ces coûts dégradent mécaniquement la rentabilité. Prenez à l'inverse les réseaux de paiement qui eux sont par exemple entièrement dématérialisés. Une fois que la structure est amortie, c'est tout bénef. Critère numéro 7, le cannibalisme, le rachat d'actions ou en anglais le buyback. Alors c'est un sujet qui peut faire débat parfois, mais pour moi c'est quand même un signal très positif quand c'est employé à bon escient. Quand une entreprise de qualité rachète ses propres actions à un prix raisonnable, elle enrichit mécaniquement les actionnaires restants. Chaque action que vous possédez représente une part un peu plus grande du gâteau. C'est une façon fiscalement efficace de retourner de la valeur aux actionnaires et surtout ça montre que le management croit en l'avenir de sa propre société. Apple par exemple est championne en la matière. En 8, évidemment, un bilan sain. Une crise économique, une hausse des taux d'intérêt et on se retrouve en difficulté. Je regarde donc de très près le niveau d'endettement par rapport aux ressources disponibles. Un indicateur comme le Altman Z-Score peut être super utile pour évaluer le risque de faillite. Supérieur à 3, on peut acheter l'esprit tranquille. Inférieur à 8, par contre, on y réfléchit à 2 fois. Un bilan solide, c'est une assurance tout risque. On peut aussi surveiller la couverture de cette dette par les cash flows pour vérifier que la dette reste soutenable. Ici, ASML peut rembourser l'équivalent de 3 fois sa dette en consacrant ses cash flows annuels
On n'a donc aucun souci. L'alignement des intérêts. Alors ça, c'est peut-être un des points les plus difficiles à étudier, mais pourtant, c'est quand même super important. Je veux que les dirigeants pensent et agissent comme des propriétaires. Est-ce que les fondateurs sont encore aux commandes? Est-ce que le management détient une part significative du capital? Est-ce que la structure de l'actionnariat est alignée avec mes propres intérêts? Pas sûr que l'État français qui détient une grande partie de FDJ United soit aligné avec mes intérêts à moi. Et enfin, en dernier critère de qualité, la récurrence des revenus, la visibilité et la prédictibilité du business. J'investis pour le long terme, j'ai donc besoin de pouvoir me projeter. Je privilégie les entreprises dont le modèle économique est compréhensible et dont les revenus sont récurrents. Les abonnements, les contrats long terme, les produits consommés de façon régulière, ça me rassure. Ça rend l'entreprise moins sujette au cycle économique et ses résultats futurs plus prévisibles. Regardez comment Mastercard arrive à faire progresser ses revenus de façon régulière, on peut difficilement faire mieux. Maintenant qu'on a vu la checklist de qualité, on peut aussi à contrario identifier certains red flags qu'on va chercher à éviter. Le premier, c'est qu'on ne veut pas faire de paris. On n'investit que dans les entreprises qui ont déjà gagné. Regardez Tesla avec Elon Musk qui nous parle de ses robots Optimus du futur et de ses solutions de robotaxi. Solutions de robotaxi qui sont par ailleurs déjà très en retard sur les services de Waymo ou de Zoox. Investir sur ce genre d'entreprise consiste en un pari sur de potentielles réussites à l'avenir qui n'ont absolument rien de garanti. D'autant qu'on paye souvent pour ces entreprises-là des ratios de valorisation très élevés. Imaginez un instant que ces paris ne réussissent pas et moi par contre de mon côté, je vous garantis une sacrée désillusion. Deuxième red flag, ne pas négliger les critères de qualité au profit d'une valeur qui semble attractive. C'est le piège classique du value trap. On voit une action qui ne coûte pas cher à par exemple 3 fois les free cash flow, on se dit forcément c'est une affaire et c'est clair, c'est tentant. Mais souvent si une entreprise n'est pas chère, c'est qu'il y a une bonne raison, un business en déclin, une concurrence féroce, une dette énorme. Je préfère et de loin payer un prix correct pour une entreprise exceptionnelle plutôt qu'un prix exceptionnel pour une entreprise correcte. Merci Warren Buffett pour celle-là. Troisième red flag, la cyclicité des résultats. Je ne veux pas m'exposer au secteur cyclique dont les résultats font le yo-yo au gré des cycles économiques. Ça pourrait être les matières premières, l'automobile, l'industrie lourde. C'est très difficile de prévoir le bon moment pour entrer ou pour sortir. Et comme je cherche de la prédictibilité, ces entreprises ne correspondent tout simplement pas à ma philosophie d'investissement. Numéro 4, les pet projects. Vous savez, c'est tous les projets un peu fous lancés par un dirigeant à l'ego surdimensionné qui sortent du business habituel de l'entreprise et qui engloutissent souvent des milliards sans perspective claire de rentabilité. Rappelez-vous par exemple Mark Zuckerberg et son métaverse du futur, puis aujourd'hui son Super Intelligence Labs qui engloutit des milliards de capex. Peut-être que le résultat sera meilleur cette fois-ci, mais toujours est-il que je n'apprécie pas un dirigeant voir lancer des projets sans avenir clair, mais surtout sans synergie avec le business historique. En 5, l'allocation de capital douteuse. Alors ça, on rejoint un petit peu le précédent, évidemment. Un management de qualité sait où il doit mettre l'argent pour créer davantage de valeur. Si je vois une entreprise qui fait des acquisitions surpayées, qui se diversifie dans des domaines qu'elle ne maîtrise pas ou qui s'endette par exemple pour maintenir un dividende, je préfère passer mon chemin. C'est d'ailleurs ce dernier point qui me fait beaucoup douter à ouvrir une position par exemple sur Universal Music Group, malgré que je trouve le dossier super intéressant. On pourrait aussi parler par exemple des stock-based compensation, couvrant une grande partie des cash flows. En tant qu'actionnaire, on ne veut évidemment pas voir notre participation diluée. Red flag numéro 6, une valorisation excessive. Même la meilleure entreprise du monde devient un mauvais investissement si vous la payez trop cher. J'ai beau cocher toutes les cases de ma liste de qualité, si le prix de l'action suppose déjà 20 années de croissance parfaite, je passe mon tour. Il faut laisser une marge de sécurité. La qualité a un prix, mais pas n'importe laquelle. Quelle réaction peut provoquer une news positive sur un titre à 50 fois les free cash flow par rapport à une mauvaise? Le ratio gain-risque est très mal orienté. En 7, la hype, l'excitation, le FOMO, la peur de rater le train. Est-ce que vous trouvez ça normal que Jensen Huang enfile une veste en cuir de crocodile
pour présenter une nouvelle puce d'intelligence artificielle. Il nous parle d'opportunités immenses, de champs des applications quasiment infinis, mais pour ma part, ça a plus le don de me mettre sur la réserve. Ces entreprises du futur sont souvent exposées à des gros multiples de valorisation, le parfait combo d'ailleurs des red flags 1 et 6 réunis. Et enfin en numéro 8, sortir de son cercle de compétences. C'est Peter Lynch qui l'a très souvent respecté. And if you can't explain, I'm serious, you can't explain to a 10-year-old in 2 minutes or less why you own a stock, you shouldn't own it. Don't invest in a stock you can't explain. Par exemple, ça fait très longtemps que je surveille la compagnie d'assurance Kinsale Group et pourtant, j'ai pas réussi à passer le cap lorsqu'elle a atteint mon prix cible. Tout simplement parce que je ne maîtrise pas son marché, je ne comprends pas ce qui la rend plus performante que ses concurrentes et je ne sais par exemple pas interpréter le combiné de ratio qui est présenté aux investisseurs. Comment est-ce que je pourrais réagir en cas de chute du cours? Est-ce que je serais toujours serein? Probablement pas. Alors, autant m'épargner cette souffrance. Et voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'ai tâché de faire plus rapide cette fois. Bien évidemment, à ce niveau, on n'est que dans la théorie. Le principal, c'est d'arriver ensuite à insérer tout ça dans une stratégie d'investissement. On verra d'ailleurs dans une prochaine vidéo comment sélectionner les meilleures actions qui rassemblent tous ces critères, puis établir ensuite un plan d'achat clair. Abonnez-vous pour ne pas la rater. Ciao ciao!